Et bonjour à tous, bienvenue. On va parler Warhammer Underworld ce soir et pour ce faire, je suis en compagnie de Moongob. Salut Moongob. Salut, bonsoir. Alors n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien dans le chat. Salut. Commencez. Ça a l'air d'être le cas, mais n'hésitez pas à me le dire s'il y a besoin que j'augmente un peu le son, soit de mon côté, soit du côté de Moongum, et on fera le nécessaire. Alors, on va parler Warhammer Underworld, comme je disais, et ce soir, on a décidé de vous parler des bandes de la saison. Et on va commencer par les bandes qui sont actuellement disponibles dans le commerce dans les boîtes de 4. Salut Maureen Théo, pardon, donc je prononce bien. Bienvenue. Donc, on va commencer par les bandes de 4. Bien sûr, on va profiter de ton analyse pertinente. Salut Cadoué. Ta analyse pertinente sur les bandes, mon cher Bulgob, parce que tu es un peu un spécialiste, on va dire, du sujet. Voilà. Hein. Est-ce qu'on peut dire ce que tu as gagné, je crois que c'est l'année dernière, hein, si je peux pas dire de bêtises. C'était, principalement, effectivement le mois dernier, j'étais un des représentants français, au championnat du monde à Atlanta de Warhammer, le championnat officiel. Cette année, j'ai fini dans le milieu du tableau, par contre l'année dernière, j'avais été, finaliste, heu, donc avec, la C'est ça. précédente édition de Warhammer Underworld. Alors, il y a Maureen Athéo qui te demande s'il faut acheter Underworld. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, lui dire que oui. C'est le meilleur Bon, moment a priori, pour s'y mettre effectivement puisque, ouais. Il y a il y a une une nouvelle refonte, ouais, version, une refonte des règles, des bandes, hein, et, une, euh, voilà, et aussi une petite façon de jouer, aussi, une manière de jouer aussi, du coup, qui change un peu. c'est ça, avant dans la V1, c'est un petit peu ce qui lui a fait défaut, Underworld était un jeu de cartes, voire évolutif. Donc ça a amené de la nouveauté pour la communauté, games, et Warhammer, mais c'était pas forcément dans les codes, classiques, de games. Là, avec la V2, et un petit peu avec la fin de la V1, ils ont plus centré Warhammer Underworld sur un jeu de plateau, et c'est, maintenant très facile de faire des parties, on se rapproche plus de Blood Bowl, éventuellement, dans les autres jeux games, Mhm. où on a une petite bande, de ouais 3 à 9 figurines au maximum, Mhm. un deck et on peut partir, à l'affrontement. D'ailleurs, on peut annoncer, mon cher Bonclub, qu'on a préparé une petite vidéo d'explication sur Underworld et aussi sur ce qu'il faut pour jouer et surtout ce qui a changé par rapport à la saison précédente. Hein. Tout à fait. Voilà. On vous prépare ça, on va vous préparer ça pour que vous puissiez avoir des petites choses. Eh ben, reste avec nous, Morinato, parce que justement, on va voir des bandes qui sont actuellement disponibles dans le commerce. Et donc, vous pouvez trouver. J'en profite pour faire un peu de pub pour MaxiRev, qui est la boutique partenaire de la chaîne. Et j'en profite également pour vous annoncer qu'à partir de la prochaine émission, parce que là, j'ai pas plus le temps, pour être franc avec vous, de préparer ça. Mais à la prochaine émission, il y aura des giveaways, il y aura des dés Underworld à gagner grâce au partenariat avec MaxiRev. Donc ça, voilà, ce sera à gagner. Je vous expliquerai comment la prochaine fois. Donc voilà. Donc comme c'est une première, on va y aller doucement, on va se mettre en place euh, pour commencer. Alors, on va parler donc des bandes qui sont actuellement dans le commerce. Alors le principe, c'est que vous pouvez les trouver avec des boîtes avec quatre bandes à l'intérieur pour une boîte par thématique, on va en dire par, comment ils appellent ça, pas par faction, mais Si, c'est par faction effectivement, c'est par et ça faction, ordre, chaos, destruction et mort, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. est mort, tout à fait, oui, et il y a Merci, 2 façons monsieur. de les avoir. Grande Alliance, ouais, S wow. Voilà.
soit, effectivement, on a ces, bundles, ces packs de 4 bandes, Mmh. regroupées par faction, soit, ça s'adresse un petit peu plus aux anciens joueurs, de la V1. Si vous avez déjà des figues de ces bandes qui sont, dans les bundles, il y a, un pack qui est vendu. Bon là, il f normalement, il y aura un réassort. Par contre, on ne sait pas encore, quand ce sera fait, par Games, mais il y a un pack qui vend uniquement les cartes, de capacité de bande et les cartes de, combattants. Mmh. Et donc ça regroupe l'ensemble des bandes qui sont présentes dans ces packs, ces bundles de factions, de Grande Alliance. Voilà, tout à fait. Donc ce soir, on va faire celle-là déjà, on va essayer de faire les 16. Et puis lors d'une prochaine émission, on fera le reste, c'est-à-dire pour arriver à 33 bandes pardon, jouables à date, puisque on sait que Games va sortir d'autres bandes assez régulièrement, hein. On sait que c'est quoi, c'est 6 à 8 bandes, je crois, hein, par an, hein, un truc comme ça. Heu, Peut-être moins. Là, ils ont annoncé, heu, 3 bandes en 2025 et 3 decks, rivales. Mhm. Hem, Après on ne sait pas si ça c'était une prévision jusqu'à la mi-année ou est-ce que ça comprenait un peu plus, dans leur planning de sortie. Ils ont quand même annoncé qu'ils ralentissaient un petit peu, la cadence. Avant, on était sur 8 bandes, C'est par ça. an. Mm. Certains retours de la communauté des joueurs ont trouvé que c'était trop, et donc il est possible que voilà, qu'ils limitent un peu plus, hem, le rythme des sorties. D'accord. Alors un petit rappel parce qu'on va commencer à présenter excusez-moi, on va commencer à présenter les bandes au fur et à mesure. On rappelle que pour jouer les bandes, il faut choisir, il y a deux formats de jeu, on va dire compétition, mais officiel, on va dire deux formats. Le format rival où on joue avec un seul deck rival, donc entièrement, vous prenez le deck rival, il est prêt à jouer, hop, vous jouez directement. Ou le format Nemesis, et là vous pouvez mixer deux decks rivaux, deux decks rivals, voilà, et avec les deux, vous en formez un seul, et après vous jouez avec. Est-ce que j'ai bien résumé la situation, mon cher Mungum? C'est ça, tout à fait. Et vous pouvez retrouver toutes les indications sur ces formats sur le site, Warhammer Community. Dans l'espace, téléchargement, il y a en anglais, en français, Oui, les explications des formats et vous y retrouverez aussi certaines bandes, qui sont, disponibles en téléchargement. tout à fait. Heu, Alors j'en profite aussi pour vous mettre dans le chat un lien d'un site internet Warhammer Underworld Database dont on va se servir aussi également un petit peu ce soir. Si vous avez des interrogations ou voulez voir un petit peu le contenu des decks, des bandes, vous les aurez aussi là-dessus. Donc c'est un link non officiel, mais vous trouvez à peu près tout dessus. tout à Et fait. par contre, c'est en anglais, donc il faut être anglophone, hein, et anglophile pour pouvoir le voir. Ça y est, je vous mets le lien directement. Néanmoins, sachez que sur la chaîne, j'en profite, voilà, j'ai fait déjà des analyses de quelques decks rivaux qu'il y avait. Et là, je suis en train de faire ceux qui sont dans la boîte de base de cartes de presse de la saison. Voilà, ça c'était pour vous dire. On va attaquer les bandes tout de suite. Alors n'hésitez pas à me dire, à commenter bien sûr dans le chat, me dire quand vous êtes là. Également suivre la chaîne. Vous pouvez nous rejoindre. Je vais mettre aussi le lien du Discord. Ça peut être intéressant de le mettre aussi. Je vais le faire tout de suite. Donnez 30 secondes. Et si vous avez des questions bien sûr sur le jeu, vous n'hésitez pas. Ah oui, je ne veux pas le faire. Je le mettrai. Je vais le faire quand même. Hop, c'est bon. Je vous demande quelques secondes. Hop. Alors, en sachant aussi que ce live
ou sera remis en grande partie sur YouTube après, d'ici quelques jours. Voilà, je vous mets le lien du Discord, voilà, sur lequel tu es le plus actif, mon cher Moongob, voilà, et où il y a une bonne partie de la communauté aussi. Il y a pas que ce Discord d'ailleurs, hein, Oui. mais voilà. Euh, oui, tu avais quelque chose à ajouter? Non, 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 c'est bon. Alors, je sais pas si tu vois sur le chat, il y a Kadwe qui pose une question. À quand le prochain Golden Ticket Underworld? Et est-ce que tu as des infos du coup? Pas encore, là, je on ça commencera à partir de janvier, les infos. Hmm. On sait déjà que, les prochains Worlds seront aussi à Atlanta, toujours au même lieu. D'accord. Hem, J'espère en proposer 3, 1 à Paris, un à Lyon et un autre, peut-être plus, dans le sud. Mais, voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore, d'informations, avec, le responsable des golden tickets au niveau de la France, Mhm. et donc, Bah, en tout cas, voilà, tu le communiqueras dès que tu le sauras de toute façon. tout à fait. Ok. Alors, il y a Sensui qui dit, alors j'ai peut-être un peu mal compris le jeu, mais on a un deck et donc des cartes qui permettent de scorer. Est-ce que c'est pas frustrant de ne pas savoir ce qu'on peut scorer son adversaire, de trop subir le jeu sans pouvoir anticiper une stratégie? Alors, il y a deux choses à savoir, Monsieur Swing. Après, je te laisserai compléter, mon gob. C'est que dans le jeu, comme je te disais, il y avait deux formats, le format rival, le format Nemesis. Donc forcément, tu sais, l'adversaire est quand même censé annoncer à partir de quel deck il a construit son jeu ou avec quel deck il joue. Donc déjà, tu as une indication du type de jeu ou du type de deck, entre guillemets, qu'il va savoir, puisque chaque deck a un peu une thématique ou une typologie de jeu dessus. Et ensuite, la bande que joue ton adversaire, comme tu sais quelle bande il va jouer, tu sais aussi en général sur quoi ça va être basé. Est-ce que ça va être une bande plus agressive? Est-ce que ça va être une bande plutôt à jouer les objectifs, etc., etc. Voilà, donc à partir de là, tu as quand même quelques idées sur le contenu ou la façon de jouer de ton adversaire. Donc à toi d'avoir un jeu qui peut, entre guillemets, être le plus, voilà, qui peut jouer un peu contre tout en fait, concrètement. Après, t'as pas de. Alors, ce qui est bien aussi dans ce jeu-là, tu vas me confirmer mon gars, mais t'as pas non plus de. Bon, à part ce que tu m'as dit en off, mais il y a pas d'équipe qui est extrêmement au-dessus des autres. C'est ça, pour l'instant, ils ont fait un travail d'équilibrage qui est très correct. Bon, il y a forcément quelques petits déséquilibres, certaines bandes qui sont plus compliquées à jouer, et ils ont aussi introduit, une notion de type de deck. Donc actuellement, il y en a 6 jouables et il y a 4 catégories, ce qui te permet d'anticiper ce que peut vouloir faire, l'adversaire. Même si tu connais mal le deck de l'adversaire, tout ce qu'il peut scorer, Mm. tu peux quand même savoir son style de jeu. Il y a des decks qui sont conçus pour l'agression, d'autres qui sont plus là pour, prendre les objectifs, aller sur les différents pions, objectifs, pions trésors et scorer en étant dessus. Il y a des decks qui sont flex, qui, sont à la fois sur l'agression, et sur le contrôle Mhm. du plateau. Et il y a des decks qu'ils ont catégorisés comme, mastery, qui elles reposent sur une, mécanique particulière. C'est le cas du compte à rebours, vers la Oui, catastrophe, n'est-ce pas, qui a Kadwe? vraiment une, voilà, une thématique, bien à lui. Heu et après voilà, la stratégie dans Underworld, c'est aussi de connaître les possibilités que peut, jouer l'adversaire pour, essayer de les anticiper et de le contrer, sur ces points-là. Voilà, tout à fait.
Allez, je te propose qu'on attaque les bandes. Donc, on va donner notre avis un petit peu sur ce qu'il y a, sur les capacités, sur les profils. Ah, Maureen Théo pose une question, combien de temps dure une partie en moyenne? Alors, ça dépend des joueurs, ça dépend du format aussi, hein, mais Oui, en général, c'est du BO3, hein. on peut faire, jusqu'à 3 parties effectivement, généralement, ou bien, des best of 1. Hmm. Ça fonctionne aussi en format et une partie, du coup, donc une partie, c'est 3 rondes et 4 activations, chacun, donc 12 activations par joueur, 24 au total. Généralement, ça prend aux alentours d'une heure, Hmm. de faire toutes ces activations. J'aurais dit 45 minutes, Parfois une heure. Ça dépend des bandes ça peut être un peu plus rapide, voilà. Et ça dépend aussi des joueurs. Si les joueurs jouent vite ou pas aussi, hein. oui, Hmm. tout à fait. Voilà. Et puis ça dépend aussi si on a une bande populeuse ou pas, parce que du coup, ça peut aussi démultiplier les possibilités de jeu aussi, Oui, hein. Euh, ouais, ok. On attaque. Allez, on va attaquer parce qu'on a quand même. On va essayer de faire des 16 ce soir. Je suis pas sûr vu déjà le temps, mais c'est normal. C'est bien que vous posiez des questions, que vous soyez là dans le chat, parce qu'on est là pour ça aussi. On va essayer d'en faire un maximum. Si on n'aura pas le temps de finir, eh ben, on fera la fois suivante, c'est pas grave. On va commencer par la boîte destruction. Et en l'occurrence, il faut que je mette celle-là. Et on va commencer par les boucaniers de Black Powder. Alors, ce qu'on peut dire, alors je montrerai les profils après, donc vous inquiétez pas, on va commencer, je vais faire toujours la même chose, on va commencer par la fiche de bande et ensuite on verra les profils normaux, on va dire, et puis les profils inspirés, donc les profils exaltés, comme on dirait en français plutôt. Euh, Petite explication sur les profils d'unité, on va dire, mon cher Moodgun, c'est que le profil standard, c'est le profil gris, donc non exalté. Et ensuite, chaque unité, on va dire chaque figurine, a un profil exalté et une condition qui change d'une bande à l'autre, hein. On est bien d'accord. oui, tout à fait. Voilà, donc on a tout intérêt à faire en sorte que ces unités et enfin, la plupart du temps, que ces unités changent de côté, deviennent sur des faces jaunes, en l'occurrence, des faces exaltées. Alors, sur les boucaniers, on va commencer par justement la condition d'exaltation, donc qui va leur permettre de se retourner. Donc après que vous avez retiré votre troisième ou ultérieur pion de Grisby, exalté chaque combattant admis. Là, on vous explique ensuite comment gagner. Donc sur la fiche de bande, petite explication. Donc la fiche profil de condition d'exaltation, donc ce que vous voyez en jaune. Généralement en dessous, quand il y en a, parce qu'il y a des bandes qui ont des trucs mais qui n'ont pas forcément de gros effets, vous avez une capacité de bande. On vous explique comment ça marche. Je vais revenir après. Et sur le côté, vous avez des effets de bande. La plupart du temps, ce sont des effets qui se font qu'une fois par partie, mais il y a des bandes qui auront des effets qui vont se déclencher plus de fois voilà, un peu plus de fois qu'une fois par partie. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions sur les effets et ne soyez pas surpris quand vous allez voir ensuite la fiche, les profils d'unités, vous les verrez en anglais puisque ce sera issu du site Warhammer Underworld Database que je vous ai envoyé en lien tout à l'heure. Euh, bon, on est parti. Donc, je disais exaltation. Troisième, quand vous avez retiré le troisième pion de Grisby, on exalte chaque combattant ennemi. Donc, on est bien d'accord que c'est tous les combattants, toutes les figurines qui sont sur le plateau de la Tout bande. à fait. Donc, ce qui est quand même relativement fort. Après, on va voir si c'est facile ou pas de les exalter, justement. On va parler ensuite de la capacité de bande écumée et pliée. Vous commencez la partie avec un pion de Grisby, donc déjà, c'est déjà pas mal, puisqu'il en faut 3 pour exalter, donc ça veut dire qu'il n'y en a que 2 à gagner, en pratique, hein, pour le faire. Oui, Donc enfin, c'est à gagner et utiliser. exactement. Après, c'est ce que j'allais dire, c'est que souvent, ces pions-là, ils servent à plusieurs choses. Ils peuvent servir à exalter et souvent aussi à déclencher des effets. Voilà. Oui,
Voilà, là ça s'appelle Grisby pour cette bande, il y a d'autres bandes, ça va s'appeler autrement, mais il y a souvent ces petits effets de compteurs qui sont mis. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la boîte de Quater Press, vous avez des compteurs de tours, mais vous avez aussi des compteurs pour ce genre de choses qui sont dedans. Euh, donc, si une arme d'un combattant ami a la marque runique, voilà le petit symbole que vous avez accès à l'aptitude d'arme suivante, ferrailler. Si l'attaque est réussie, vous gagnez un pion de Grisby. Et si vous êtes l'outsider, alors je vais te laisser expliquer en quoi consiste l'outsider juste après. Donc, si vous êtes l'outsider ou si la cible est équipée d'une ou plusieurs améliorations, gagnez 2 points de Grisby à la place. Alors, est-ce que tu expliques ce que c'est que l'outsider, mon cher Moongob? Alors, c'est un concept qu'ils ont introduit avec, cette version 2 et c'est tout simple. L'outsider, c'est le joueur qui possède le moins de points de gloire, donc entre guillemets, «qui est en train de perdre». C'est un statut, du coup, pour le joueur qui va immédiatement changer si jamais on gagne, des points de gloire et qu'on dépasse son adversaire, bah, on était l'outsider, on le dépasse, il devient. Et inversement, si, il gagne, lui-même des points de gloire qui nous égalent, eh bien, plus personne n'est l'outsider et en gros, ça va donner des bonus. Soit ça va faciliter la résolution d'objectifs, soit ça va améliorer des effets, de cartes ou d'amélioration. Mhm. C'est plus pour les cartes actions, que c'est utilisé et voilà, c'est un moyen, d'essayer de permettre de revenir et de prolonger le suspense pour savoir, qui va gagner, heu, voilà. Même si on est en retard, avec ces mécaniques outsider et d'autres, points, on peut, la plupart du temps, revenir, et quand même gagner. Ok. On va continuer ensuite sur la fiche de bande, sur les capacités maintenant. Vous pouvez utiliser une des aptitudes suivantes immédiatement après que vous avez choisi une arme de tir dans le cadre de l'attaque de votre leader. Donc, c'est peut-être le point faible de la bande, hein, comme dit Cadway dans le chat, c'est que voilà, si Gurlock est mort, donc ça va être le leader, on va le voir juste après, et bien du coup, vous pouvez plus remplir les aptitudes qu'il y a derrière. On- C'est en partie, oui, une des faiblesses de la bande. Pour l'instant, c'est considéré comme, une des plus mauvaises, bandes, jouables en tournoi. Mais elle est quand même, sympathique et rigolote à jouer, donc C'est pour ça qu'on a commencé par celle-là. C'est pour monter en puissance après. Voilà. ouais. Alors, ça nous fait, donc, quand vous choisissez l'aptitude, vous pouvez retirer jusqu'à 2 de vos pions de Grisby. Vous pouvez utiliser chaque aptitude une seule fois par partie. Donc voilà, donc effectivement, très très dépendant du leader, donc de Gurlock. Alors, on a en aptitude, on a Shrapnel de Grisby. Après, je vais te les montrer juste après, dès qu'on aura fait les explications de la bande, mon cher Soui. Après cette attaque, vous pouvez choisir jusqu'à deux autres combattants ennemis à 2 cases ou moins de la cible, puis jeter autant de dés d'attaque que le nombre de pions de Grisby retirés. Si le jet contenait un ou plusieurs marteaux ou critiques, infligez un dégât à chacun des combattants concernés et donnez à la cible et à chacun des combattants concernés un pion commotion. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le pion commotion, s'il te plaît? Alors le pion commotion, c'est un statut, qui va permettre de, donc quand on attaque quelqu'un qui a un pion commotion, on a le droit à une relance de dés, d'un des dés, d'attaque. Donc c'est une sorte de debuff, qu'on que peuvent avoir, le des des combattants. Soit par, des effets comme ici, sur la carte, soit par des effets de cartes ou même si on passe sur les cases rouges qu'il y a, Hmm. Sur le plateau, ouais. sur le plateau. Dès qu'on passe dessus, on est commotionné
Et une autre façon assez commune d'être commotionné, c'est lorsqu'on fait l'action de fouiller, c'est-à-dire qu'on retourne un pion objectif, Mmh. sur sa face, couvert. La figurine qui fait cette action est commissionnée, aussi. Par contre, elle gagne un bonus en défense. Par contre, oui, du coup, puisqu'elle est sur la case, couvert, elle reçoit un bonus en défense, ce qui permet de contrer un petit peu le fait que, Le malus heu de l'attaque, hein, de la commotion entre guillemets. voilà, OK. c'est ça. Deuxième capacité, on a déflagration de Grisby, l'arme à fracassant pour cette attaque. Si la cible est repoussée, donnez-lui un pion commotion. Fracassant, on rappelle que sur la défense, c'est le bouclier. Les boucliers ne marchent pas, hein, ne sont pas comptés comme des réussites. C'est ça. Et, oui. Et enfin, on a mortier de Grisby. L'arme a plus X emporté pour cette attaque, où X est le nombre de pions de Grisby retirés. Ça, par contre, je trouve que c'est une capacité qui est très très forte. Voilà. Je sais pas ce que tu en Voilà, penses. c'est ça. Vu que pour exalter, on va devoir dépenser 3 pions de Grisby et qu'on n'a que 3 capacités pour les dépenser, hem, vraisemblablement, la première capacité, ça va être celle-là de donner plus de portée à l'arme de tir, ce qui nous permettra d'activer la figurine une première fois et de la conserver, hem, pour une activation, future, sans avoir besoin de bouger, et de charger, avec elle. Voilà, comme dit Cadway, l'inconvénient, c'est que effectivement, l'arme de tir fera un seul dégât. Ce qu'on voit dans les profils que vous voyez, alors ce sont les profils non exaltés, hein, non inspirés que vous avez devant vous, mais on va déjà les voir et puis on va parler un à un. Donc, on va parler de Gorlock. Alors, attendez que j'aille dessus pour pouvoir vous le montrer. Donc voilà, Gorlock, vous voyez, donc il se déplace à 3, il se défend avec un bouclier, enfin un des défenses, mais bouclier pour se défendre. 8 points de vie, donc il faut quand même le tabasser, hein. C'est ça, c'est la figurine actuellement qui a le plus de PV dans tout le jeu. Mm, mm, Donc, voilà, 8 PV, généralement, faut quand même 3, voire plus souvent 4 attaques, pour essayer de la tomber. mm, Que voilà, la grande majorité des attaques font 2 dommages. C'est assez rare qu'il y ait beaucoup de 3 dégâts, ou en tout cas sur plusieurs, combattants. mm, Donc généralement pour le tomber, faut quand même, réussir 3-4 attaques, ce mm. qui Voilà. prend du temps quand même. Voilà, et comme tous les ligueurs, il rapporte 3 points de gloire, puisque quelque chose, une nouveauté dans cette version, c'est que maintenant, effectivement, sur chaque profil, vous avez la valeur que ça apporte en points de gloire. Donc, les points de gloire sont bien sûr nécessaires pour gagner, mais aussi nécessaires pour mettre les améliorations sur les différentes figurines. Alors c'est pas tout à fait vrai que tous les leaders rapportent 3 points. Souvent. Non, en fait, c'est un autre fait. Ils ont Mhm. fait pour équilibrer ils ont instauré que chaque bande rapporte 7 points de gloire au total si tu tues, l'ensemble des figurines de cette bande. D'accord. Là, étant donné qu'il y a 4 petits qui valent chacun un point, mathématiquement, le leader va rapporter 3 points. D'accord. Mais, la bande de squelettes, la garde sépulcrale par exemple, il y a 7 Mhm. combattants. Eh Mhm. bien, chacun des combattants, même le leader, rapportera un point de gloire si Mhm. on les tue. Voilà, donc Maureen Théo qui aimait bien la bande des gardes sépulcraux, ben voilà, tu sais que chacune des figurines valent un point. Par contre, ils ont une capacité de résurrection, mais ça on verra lorsqu'on fera la bande. Alors peut-être pas aujourd'hui, je pense, Oui, euh, mais voilà. Mais il y a d'autres choses qui sont pas mal. Alors, donc Gorlock, donc 8 points de vie, donc un gros tas, hein, un gros bœuf.
Il a une attaque à distance, comme on disait, 3 avec 3 dés et il touche sur des épées et pour faire un dégât. Une attaque au corps à corps, donc sur un hexagone, donc contact, hein, adjacent. 2 dés marteau, 3 dégâts. Comme on disait, c'est des gros dégâts parce qu'effectivement, la plupart du temps, c'est plutôt un ou 2 dégâts hein, sur beaucoup de figurines. T'es d'accord avec moi? Oui, Et voilà. Et en version exaltée, hop, je le transforme en version exaltée. Alors, qu'est-ce qui change? Oui, c'est 4 dés pour l'attaque, pour le tir. Et je c'est crois, et ça. Il gagne un un dé dé dans chaque, chaque, attaque, pour un, chaque un- catégorie. voilà. Donc, ce qui est plutôt sympathique. Voilà pour Gorlock. On va passer à Kage, juste à côté, qui lui a une attaque à distance, 2 dés, 1 de dégâts. Il joue sur l'esquive, il a 2 points de vie, il rapporte 1, comme on a dit, 3 de mouvement. Ben, ouais, il est bien parce qu'il tire à distance. Après c'est fragile, comme d'ailleurs les 4 figurines qu'il y a à côté, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon cher Mongol? Oui, c'est ça. Les 4 petits sont fragiles et ce qu'il va falloir aussi pas mal regarder pour cette, bande, c'est la petite icône avec le crâne de sorte de bête, enfin, oh non, c'est pas un crâne, c'est un sac, de pièces d'or. Oui, c'est le sac qu'on De voit sur Grisby, Gorlock, ouais, qu'on voit sur Kage. Il y a que Shriek c'est ça, qui ne l'a pas. c'est ça, il y a et donc ça va être u uniquement ces attaques-là qui permettront de récupérer du Grisby. Donc voilà, ils sont importants parce que, c'est les sources qui vont rapporter le Grisby. Le problème, c'est que il y en a qu'une qui est quand même assez fiable, celle du singe, Mm, tout à la fin oui, et les autres, c'est quand même plus aléatoire et il faut en réussir au moins une, en étant underdog, outsider pour avoir le total, de, de points de Grisby, à ça. dépenser pour Mm, s'exalter. mm. C'est ça. Oui, parce que l'avantage de Corlock et de Kage, c'est de pouvoir faire à distance. Donc, à partir du moment où tu as une figurine accessible, tu peux à la limite faire 4 actions et 4 tirs. Oui, Autant les 3 autres, donc Pegs, Shriek et Mange, doivent aller au contact. Et quand on voit les profils c'est ça. des points de vie, même si Shriek et Mange ont deux dés de défense, donc on va voir les profils exaltés, je vais faire les 4 d'un coup, hein, parce que là ça va vite, on aura un peu le même discours, je pense, pour les 4 figurines. Euh, euh, voilà, c'est dangereux pour ceux en tout cas qui vont en contact directement. Donc en phase 2, s'ils ont une équipe assez costaud et qui va aller vite et sur eux, ça va être tendu. En tout cas, c'est 4 figurines qui vont être assez faciles et qui vont être voilà, qui vont vite se faire éliminer. Ouais, Alors, en profil exalté, donc Kagev, il gagne un dé, je crois, sur son attaque. c'est ça. Paze, pareil, un dé de plus. Shriek, je crois qu'il fait ouais, il fait un dégât de plus par contre, lui. Alors, avant, il pouvait faire Voilà, des mais dégâts avec un critique. supplémentaires Mm, avec un critique. Là, c'est, de base. voilà. Et mange. Il gagne aussi il fait un dégât de plus et il reste toujours dans la possibilité de faire du Grisby, donc il est plutôt bien aussi. C'est ça. On va essayer de gagner du Grisby en exposant plutôt les petits, Oui, pour le butin, il faut une attaque goguenards, réussie. Mm, et essayer d'exalter au plus vite, nos combattants pour faire un peu plus de dégâts avec, le perroquet Shriek ou le singe, Mange. mm. Tout à fait. Allez, on va changer de bande. Alors, le temps que je me remette sur... hop, on va se remettre sur l'image. Je vais changer et on va prendre la bande rusée. Hop, donc vous avez à l'écran. Voilà, la bande rusée. Donc on va voir les figurines juste après. Je vais en profiter pour aller la chercher de l'autre côté.
mon cher. euh, alors, la bande rusée, c'est. Je cherche le nom. En anglais, Les c'est. orques, c'est Daconing Crew. Ok. Voilà. Et voilà. Donc, comme ça, je l'aurai pour tout à l'heure. Ok. Allez, on attaque. Donc, alors, Crew qui sont des orques. Exaltation. Après l'attaque réussie d'un combattant ami, si la cible était flanquée ou encerclée, exalté de l'attaquant et chaque combattant ami adjacent à la cible. Donc on verra après si c'est facile ou pas en fonction du nombre de figurines. On verra ça après. Et ensuite en capacité de bande de casse-pied, si un Manok ou un Torka ami et l'attaquant, les sbires, donc avec le symbole, vous savez, avec l'espèce de petite il y a de petites boules avec la petite queue en dessous. Ami compte pour deux combattants quand on détermine si une cible est flanquée ou encerclée. Donc effectivement, c'est fait pour aider la condition d'exaltation. Bien d'accord. Oui, tout à fait. Ils gardent à peu près la même thématique qu'ils avaient en V1. C'était un peu aussi pareil pour le pirate, l'ogre pirate, qui était d'avoir, donc c'est une bande avec deux orques et trois petits gobelins. Mhm, Et donc la thématique de la bande, c'était les orques attaquent, font bouger les gobelins pour qu'ils apportent des soutiens et ils s'exaltaient aussi quand il y avait une attaque d'accord. qui était soutenue. Mhm, Donc maintenant ça a été traduit, enfin changé avec les termes flanqué et encerclé. ok. On continue avec les aptitudes maintenant. Donc on a un plan rusé. Utilisez ceci immédiatement après une étape d'action si votre leader a un ou plusieurs pions de mouvement. Poussez chaque sbire, donc avec le symbole qu'on a dit tout à l'heure, ami jusqu'à un nombre de cases égal au numéro du rond de bataille, donc un, 2 ou 3. Vous pouvez utiliser cette aptitude une seule fois par partie. Donc là, à voir quand vous pouvez l'utiliser, et à voir en fonction des situations, bien sûr, de la partie. Deuxième aptitude, coup tordu. Utilisez ceci immédiatement avant que vous ou votre adversaire fassiez un jet d'attaque ou de sauvegarde. Salut Renaud. Votre adversaire doit déclarer amélioration ou subterfuge. Prenez trois cartes de pouvoir de votre main et mélangez les faces cachées. Votre adversaire choisit une de ces cartes, puis révélez chacune de ces cartes. Si la carte choisie par votre adversaire correspond à ce qu'il a déclaré, piochez une carte de pouvoir. Sinon, le jet d'attaque ou de sauvegarde n'est pas fait et vous décidez du résultat de chaque dé à la place. Vous pouvez utiliser cette aptitude une seule fois par partie. C'est assez fort ça aussi, hein. Ça Ça, peut- c'est très fort. Bon, c'est un 50-50 la plupart du temps, parce que généralement l'adversaire ne saura pas, les cartes que vous avez en main et c'est quand même, si enfin, dans tous les cas, c'est bénéfique. Si vous gagnez, le le ouais, ce coup tordu, C'est ça. vous décidez, c'est-à-dire que l'adversaire n'a pas réussi à trouver le type de carte, Mhm, correspondant. Vous décidez du résultat. Donc vous pouvez, dire que ça a réussi ou que ça rate, suivant que, ça vous arrange. mhm, Et si jamais il a réussi à trouver, bah, on pioche quand même une carte. Donc mhm. c'est une capacité qui est jamais perdue. C'est ça. Donc utile. On enchaîne avec à l'affût de la fange, donc dernière capacité. Utilisez ceci immédiatement après qu'un combattant ami ait choisi comme cible d'une attaque. Les jets de dés, donc flanqués et encerclés, sont des réussites au jet de sauvegarde fait par ce combattant pour cette attaque. Vous pouvez utiliser cette aptitude une seule fois par partie. Donc voilà pour les capacités. Je vous mets tout de suite les profils de la bande. Euh, et voilà, donc on les a ici. Donc on a Manok qui est le leader, Torka, Green, Shank et Geekik. Donc comme tu disais, trois gobs et deux orques. Ouais. Euh,
Donc, à la base, donc Manoc, ils se déplacent tous de 3. Déjà, c'est une constante. Voilà, sur les profils non exaltés. Manoc, comme tu disais, va rapporter 2 points, Tanguy a 2 points, et les autres 1 point pour faire 7, comme tu disais tout à l'heure. Manoc va avoir 5 points de vie, Torque 4, les autres 3, 2 et 2. Donc voilà, et en termes de capacité, euh, eh bien, il y a que. Ah si, quand même, Manoc et Torka peuvent taper à 2 cases quand même, c'est du combat corps à corps par contre. C'est ça. Et le seul vrai distance, c'est Shank avec une petite attaque qui fera un dégât. Avec son lance-pierre, je pense. Voilà. Oui, tout à fait. Donc la capacité d'exaltation donc, est assez compliquée. Je trouve que c'est assez compliqué comme affaire, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, on va essayer de charger avec un gobelin, généralement, voire, avec un des 2 orques. Utiliser vraisemblablement la capacité, la dernière capacité à l'affût de la frange pour, réussir la défense de l'attaque Mhm, et derrière aller attaquer avec, un des orques principalement, pour exalter à la fois l'orque et le gobelin. mhm. Voilà, c'est effectivement conditionnel, au fait Alors, que c'est vrai que ça dépend de l'adversaire, mais c'est vrai que d'un coup, si tu arrives à inspirer, tu inspires en général, tu inspires deux des combattants, quoi. voilà, Ceux qui deux, sont plus. trois, Ouais. Donc ça on peut aller en vite. inspire plusieurs, à la fois, tout à fait. Alors, là, on va mettre les aspirer, ça ira plus vite. Alors, qu'est-ce qui a changé? Torka a gagné un d'armes de défense, si j'ai bonne mémoire. Un de défense, un de dégâts au corps à corps et à distance. Aussi, exactement. Passe à 3 et 2, 2 dégâts. Ok. Et pour le reste, ça change pas des masses. Ouais, Pour le leader, Manok, il gagne, 1 dé, sur son attaque au corps à corps et à distance et ouais, de plus l'attaque à distance est, oui. insaisissable Insaisissable. donc cette fois, c'est les esquives Mhm, qui ne seront pas des réussites dans le jet de défense oui. et généralement les gobes, gagnent 1 dé d'attaque. Ok. Sauf pour Shank qui passe des épées au Au marteau. marteau. Ouais, Heu, c'est quand même pas mal. qui gagne quand même en précision, tout à fait. Alors, on précise aussi une petite différence par rapport aux éditions précédentes. Saison précédente, c'est vraiment là, le jeu est vraiment plus basé sur l'attaque. C'est plus facile de réussir tes attaques que de les rater par rapport aux saisons précédentes où on rappelle que les critiques étaient joués différemment. Là, tu me confirmes ça. Et du coup, voilà, un seul critique en défense permettait de défendre, même s'il y avait 3 ou 4 réussites, si c'était des réussites simples, le critique annulait tout. Tandis qu'aujourd'hui, ça n'annulera pas une réussite, mais ça empêchera, par exemple, d'être repoussé, ce genre de choses. Et réduire des dégâts aussi, mais ça n'empêchera pas voilà, ça n'empêchera pas que l'attaque sera quand même considérée comme réussie. C'est Tu me ça. confirmes? Après, voilà, au final, je suis pas forcément convaincu que, on réussit un peu plus, avec les nouvelles versions. Parce que certes, Faut de la chance au avant, dé. avec un seul dé, un critique, on pouvait annuler complètement l'attaque. Mais si on avait un ou plusieurs critiques en attaque, on pouvait réussir, la l'attaque parce que en face, il y avait pas de critique en défense. Maintenant, voilà, on fait un critique en attaque, il y a un seul, ça compte juste pour une seule réussite. Donc c'est plus facile à défendre, il y a juste besoin d'avoir un succès en défense pour faire une égalité. Oui. Donc ça se compense en soi, et Ok. Allez, on va changer de bande. Alors, je vais vous demander quelques secondes du coup. Euh, alors, les deux autres, je vais aller chercher les deux autres
C'est les Courloufs et l'écraseur, je crois, les 2 autres destructions, hein. C'est ça. La bande de gobelins chevaliers et les 3 brutes, Aranjo. Alors, on va commencer comme ça, on va prendre les Courloufs de Green Crack. Alors, est-ce que je peux te laisser les présenter un petit peu comment ils fonctionnent, sur leur fiche de bande, mon cher, pendant que je vais chercher les C'est profils? une bande, relativement compliquée à prendre en main parce que, donc ils ont hérité de la V1 d'un système basé sur les quêtes. En V1, on avait des objectifs, qui étaient des quêtes qui pouvaient être attachées aux combattants et quand tu les réussissais, ils étaient adoubés et ils s'exaltaient. Maintenant, on a 4 quêtes qui sont des capacités, uniques, Mmh, hem, qu'on va pouvoir utiliser, lorsque l'on veut, mmh, sous certaines conditions et une fois que la, condition de la quête est résolue, on peut, gagner la récompense qui est généralement d'exalter le gobelin chevalier qui l'a réalisé et mmh. éventuellement, le leader si on utilise on remplit une autre condition. La difficulté va être que ces quêtes sont variées. Il y en a certaines qui demandent d'aller chez l'adversaire, On va aller voir, oui. d'autres Mmh, d'aller sur, des objectifs ou encore de tuer des figurines, adverses. mmh, Donc faut arriver à les enchaîner, hem, le plus rapidement possible pour, exalter ces gobelins avant qu'ils mmh, meurent, tout oui. en remplissant aussi ces cartes objectifs, ce qui fait que c'est pas forcément évident. Voilà. Donc pour exalter donc les quêtes, avant qu'un combattant ami utilise une attitude de base, vous pouvez choisir de tenter une quête que vous n'avez pas déjà tentée. Après avoir accompli cette quête, utilisez immédiatement son aptitude de récompense. Vous ne pouvez pas tenter plusieurs quêtes à la fois, vous pouvez abandonner une quête à tout moment. Voilà. Et la capacité de bande, c'est jeu à double. Vous pouvez utiliser cette aptitude une fois par ronde de bataille avant qu'un chevalier louf, donc avec le symbole, vous voyez là à l'écran, ami utilise une aptitude de base. Ce combat, alors les aptitudes de base, on rappelle, hein, enfin, concrètement, c'est les attaques souvent, C'est ça, attaque, mouvement, charge, garde, hein. en gros tout ce qui est ils ont traduit l'activation par Voilà, attitude de compétence, base. de base, Ok. aptitude de base. Ok. Ce combattant est adoubé jusqu'à la fin du round de bataille. Alors, dans les quatre quêtes qu'il y a, on a conquérir le royaume. Vous accomplissez cette quête après une étape d'action si votre bande tient au moins 2 pions trésors et tient plus de pions trésors que la bande adverse. Et en récompense, vous pouvez exalter un chevalier louf ami. Si un combattant ami adoubé tient à ton pion trésor quand vous accomplissez cette quête, vous pouvez aussi exalter votre leader, puis piocher jusqu'à 2 cartes de pouvoir. Voilà, c'est une compétence qui est plutôt, enfin une quête qui est plutôt pas mal celle-là aussi. C'est la quête, une des quêtes les plus faciles. Par contre, elle va prendre un peu de temps parce qu'elle faut au minimum 2 actions, généralement, Mhm, ou bien des cartes, pour, se placer sur les objectifs. mhm, Hem et on va essayer quand même de le réaliser avec le chevalier adoubé, de manière à exalter aussi notre leader, mais surtout piocher 2 cartes, qui est le vrai bonus de cette quête. ok. Deuxième quête, c'est Hardy et Cogné. Si vous choisissez cette quête, les combattants amis adoubés ont plus en mouvement pour le reste de la partie. Vous accomplissez cette quête après une étape d'action s'il y a au moins deux combattants amis en territoire ennemi. Et en récompense, vous pouvez exalter jusqu'à deux chevaliers louf amis. Si votre leader est en territoire ennemi quand vous accomplissez cette quête, vous pouvez aussi exalter votre leader. Elle me paraît pas si compliquée que ça à faire non plus celle-là. Elle est effectivement assez simple, voilà, il y a Euh, juste besoin de faire des euh, mouvements. Voilà, elle est simple mais dangereuse. Elle est dangereuse parce que
ça demande d'aller chez l'adversaire, mais bon, le jeu quand même demande, la plupart du temps, d'aller chez l'adversaire, ne serait-ce que pour les objectifs. Mmh. Du coup, c'est pas si, grave que ça. Voilà, on a quand même dans cette V2 beaucoup moins de jeux où on va, rester terré en défense dans notre territoire. La plupart du temps, il faut au minimum aller un petit peu, chez l'adversaire. Mmh. Et il y a aussi le bonus qui pour, réaliser plus facilement cette quête qui est, d'avoir +1 en mouvement pour le chevalier adoubé, Mmh. jusque, au reste de la partie. Donc Mmh. ça c'est pas mal, et ça permet de voilà de bénéficier d'un bonus toute la partie, Donc c'est en bien, ouais. plus de, faciliter la résolution de cette quête. Ouais, c'est clair. Troisième quête, tuer la horde. Si vous choisissez cette quête, les armes de mêlée des combattants amis adoubés ont +1 d'attaque pour le reste de la partie, donc +1 dé d'attaque, pardon. Vous accomplissez cette quête après une étape d'action si un ou plusieurs combattants ennemis avec un total de caractéristiques de butin d'au moins 2 ont été tués. Ce qui est pas trop dur en soi. En général, Celle-là est ça plus dépend. compliquée. Alors ça Faut dépend des bandes. réussir à tuer déjà des C'est ça. combattants. Mmh. Heu, Soit tuer 2 combattants si jamais c'est plein de petits qui rapportent chacun un, C'est ça, c'est le plus compliqué, ouais. ou un plus gros, et les plus gros généralement ont 3-4 PV, C'est ça. donc faut On verra les dégâts après de pour, la bande, mais ouais. voilà, voilà. Pour cette, quête, il faut réussir au moins 2 attaques, et tuer des combattants. Ce qui fait que c'est pas forcément la quête, La plus sur simple. laquelle Par rapport par on se rapport aux 2 p voilà, on se par rapport précipitera. voilà, par rapport aux 2 premières, les 2 premières sont plus simples à faire, ouais, effectivement. Et en Par contre, il récompense y a quand même, un bonus, sympathique, pour toute la partie. L'adoubé a +1 dé d'attaque, ce mmh, qui est quand même un gros bonus. c'est vrai. Et donc, en récompense, vous pouvez exalter un combattant ami. Si un ou plusieurs de ces combattants ennemis ont été tués par l'attaque d'un combattant ami adoubé, vous pouvez exalter un chevalier louf ami et votre leader à la place. Voilà, donc ce qui peut être sympathique aussi. À noter que si jamais on a tué, enfin, on a, fait en sorte qu'il y ait, cette caractéristique de butin d'au moins 2, parmi les morts, Mmh. hem et qu'on l'a fait avant de prendre cette quête, on l'a résolue, on la résout automatiquement. On n'est pas obligé de tuer quelqu'un en ayant pris cette quête, enfin, en ayant cette quête active. Il faut, juste que, on ait réalisé la condition d'avoir tué, des personnes. Voilà. Et enfin, la dernière quête, donc en sachant qu'il y en a 4, donc la quatrième, tuer ce truc flippant. Si vous choisissez cette quête, pardon, pour le reste de la partie, les armes de mêlée des combattants amis adoubés ont létal, qui est très fort, hein, c'est plus un dommage, hein, plus un dégât, hein, si vous Plus avez. un dommage, effectivement. Si la cible a une caractéristique de butin d'au moins 2. Voilà. Donc en gros, souvent les leaders, hein. Après, on a vu avec les exceptions qu'on a dit tout à l'heure, mais Oui, vous des accomplissez cette quête. combattants un peu plus résistants généralement, oui. Ouais, c'est ça. Vous accomplissez cette quête après une étape d'action si un combattant ennemi avec une caractéristique de butin d'au moins 2 est tué. Et en récompense, vous pouvez exalter jusqu'à 2 chevaliers loups amis et votre leader. Donc effectivement, celle-ci, c'est presque la plus compliquée des 4 en fait, hein. C'est Elles sont ça, presque. c'est la plus compliquée, d'ailleurs, elle peut être impossible sur certaines bandes. Mmh, Par exemple, on reprend la garde sépulcrale, vu qu'il y a 7 combattants, ils ont chacun un point, de caractéristique de butin, du coup, on ne pourra jamais la réaliser, contre la garde sépulcrale. mmh. Heu, Par Donc contre, effectivement, ça a quasiment la meilleure récompense, enfin, mmh, en tout cas, en termes d'exaltation, c'est celle qui permet d'exalter le plus de combattants, en une seule fois. voilà. Donc moi j'ai envie de te dire qu'en fait sur la fiche de bande, les quêtes en fait elles sont par ordre de facilité presque, hein.
Heu, oui, quasiment, effectivement. Hein. Allez, on va passer sur les profils de figurines. Hop, et on est là, donc on voit que la bande elle est populeuse. J'ai juste déplacé hop, pour les voir, et voilà, on les a. Donc là, on voit que c'est une bande, il y a du monde. C'est ça, il y a 7 combattants, le leader et 6 chevaliers, Mhm. qui sont là Et là, pour on est, réaliser les quêtes, voilà, effectivement. on est dans le même contexte que la carte sépulcrale avec une valeur de butin de 1 pour chacun, puisqu'il y a 7 Tout à combattants. fait, oui. Alors, on va commencer par le leader. Le leader qui a 3 de mouvement, 1 de défense, 3 points de vie. Il a une attaque au corps à corps 2 pour 2. Ensuite, on a Grib qui, lui, a une attaque qui peut combattre à 2. Mais c'est normal, il est sur le Squig. C'est ça, une lance, qui permet d'empaler. Voilà. Ensuite, on a Shkolku et Pronk. Voilà. Donc, voilà, des très fins, ça encore. Qui peuvent tirer à distance, à 4 cases pour un dégât. Voilà. On a ensuite Snark au corps à corps, 2 pour 2 avec les épées. On a Snorbo, lui peut tirer également à distance, à 3 cases pour un dégât. On a ensuite Burk, qui est au corps à corps, pour 2 pour un, et quasiment le même profil. On a Nags, C'est le même profil, ouais, c'est le effectivement. même profil. Et à noter qu'ils sont tous en défense avec le bouclier, sauf Snorbo, qui lui est en esquive. Oui Et qui a par contre son attaque et avec c'est enlever les boucliers, je crois, de mémoire, hein. C'est fracassant, c'est stagger, c'est commotionné. promotionné, pardon. Si l'attaque de Snorbo réussit, on place un pion, commotion, heu, Mhm. sur la cible. C'est une bande, donc populeuse avec Et on va regarder les grosso points. modo 3 gros tapeurs. Le Ouais, chef, le le Squig, squig, surtout, qui oui, fait 3 dés dommages et le lancier, du Snark, Snark. La catapulte est intéressante parce qu'elle a une très longue portée, oui. heu et les autres sont plus là pour, réaliser les quêtes de placement, Mhm, voire affaiblir, l'adversaire avec, Snowball, en le commotionnant et en mhm, facilitant du coup les attaques, c'est ça. des gros chevaliers. Voilà. Et pour la partie inspirée, exaltée, bah, ça rajoute des petits effets supplémentaires, un petit peu de dégâts, je crois aussi. Et- C'est généralement plus de précision, Mhm, plus de défense. Grib, le chevaucheur de Squeak passe sur 2 dés, esquive. mhm, La catapulte passe sur 2 dés bouclier. Les 2 petits, passent sur 2 dés bouclier aussi. mhm, Et Snorbo va passer sur 2 dés esquive. Donc voilà, on va essayer un petit peu comme en V1 d'exalter le plus rapidement possible le chevaucheur de, Squig, Grib mhm, et éventuellement, la catapulte pour avoir, une sorte d'enclume, hein, puisque 2 dés, bouclier en défense, c'est quand même très fort. mhm, Et après, ça va dépendre de est-ce qu'on veut un peu plus d'attaque ou plus de combattants résistants? Donc, exalter peut-être les petits pour pareil avoir 2 dés bouclier en défense, ou le lancier pour avoir un peu plus un combattant de plus qui est plus précis pour attaquer. mhm. Après ça va dépendre, du coup du cours de la partie, des objectifs qu'on va devoir réaliser. Ok. Donc voilà, c'est une bande qui est effectivement pas évidente à maîtriser, mais qui, comme en V1, a une
thématique très particulière et très fun. On va passer au Craser de Morgok. Alors, je te laisse présenter la bande. Rapidement. Alors c'est relativement fin. C'est C'est ça. 3 grosses brutes qui sont là pour taper. Plus ils tapent, plus ils gagnent, de pions et ils utilisent de pions WAG et ils utilisent ces pions WAG pour s'exalter ou pour faire des effets, de capacité, sur leur bande. Ok. Alors, on va regarder le détail de tout ça. On a l'exaltation, une étape de pouvoir. À la place de jouer une carte de pouvoir, vous pouvez choisir un combattant ami avec au moins 3 pions de WAG. Retirez-lui 3 pions de WAG, puis exaltez-le. Énergie WAG, utilisez ceci immédiatement après l'attaque d'un combattant ami ou l'attaque d'un combattant ennemi si la cible de l'attaque est un combattant ami. En gros, quand ça tape, quoi. On est d'accord, hein. Heu, En fait, quand ça tape ou quand tu es attaqué, Voilà. c'est du combat, du C'est coup de ça génère de la WAG. voilà, donner un combattant ami un pion WAG. Donc tout en finesse, cette bande, hein. On est Tout d'accord. à fait. Voilà. Première capacité, dur comme fer. Utilisez ceci immédiatement après qu'on a infligé des dégâts à un combattant ami avec un ou plusieurs pions de WAG. Dans le cas d'une attaque, retirez jusqu'à 2 pions de WAG du combattant. Pour chaque pion de WAG retiré, choisissez l'un, soit donner un pion de garde, soit donner à l'attaquant un pion commotion. On peut l'utiliser une seule fois par partie. Deuxième capacité, ferme-la demi-portion, tout en finesse là aussi. Utilisez ceci immédiatement après qu'un adversaire joue un subterfuge, retirez jusqu'à 2 pions de WAG d'un combattant ami, puis jetez un dé d'attaque pour chaque pion retiré si le jet contenait un ou plusieurs marteaux ou critiques. Ce subterfuge n'a pas d'effet, vous pouvez utiliser cette aptitude une seule fois par partie. Et enfin, la dernière, bougez-vous les nazes. Utilisez ceci au lieu de jouer une carte de pouvoir à une étape de pouvoir, donnez à votre leader un pion de charge, puis poussez chaque autre combattant ami d'un nombre de cases inférieur ou égal au numéro du round de bataille. Donc 1, 2 ou 3 comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez utiliser cette aptitude une seule fois par partie. Donc c'est des capacités tout en finesse, néanmoins ça nécessite d'avoir, en tout cas pour les deux premières, d'avoir des pions WAG, donc ça nécessite de faire quand même un petit peu de taper un peu quand même. C'est ça, et ça va être le dilemme de la bande. Est-ce qu'on utilise les pions WAG pour les capacités ou est-ce qu'on les utilise pour s'exalter? Voilà, il va falloir essayer de gérer ces aspects-là. Et on va regarder maintenant les profils. Alors, ben, c'est une bande, il n'y a que 3 figurines, mais c'est trois costauds, hein. On C'est est ça, d'accord. 3 costauds qui 3 se déplacent. figurines, mais quand même 15 PV, à eux 3. C'est-à-dire, Donc, faut y aller, quoi. Faut taper c'est fort. ça. Faut taper fort. Si en plus, si vous avez vu un petit peu les vidéos avec les différents decks, il y a moyen de faire des trucs assez gras avec eux quand même. Oui, Hein, on est d'accord. En version non exaltée, Morgok, donc ils se déplacent tous à 3, ils ont tous de la défense bouclier, tous les 3 à 5 points de vie. Morgok vaut 3 parce que c'est le leader, les deux autres valent 2, ce qui est normal pour arriver à 7. Ils tapent tous les 3 au corps à corps, que du corps à corps, sauf Heartskrull qui lui peut taper à 2 cases pour faire une petite attaque. mmh, Voilà, en gros, si vous n'avez pas le choix, vous avez tapé avec ça, mais c'est vrai que je pense que clairement sur les 3 vous allez préférer aller au contact direct, hein. c'est ça. Après voilà, toutes leurs attaques restent quand même, de type mêlée. Mhm, Ça peut jouer sur certaines améliorations ou certaines, actions, heu, mhm. qui différencient le fait que ce soit des attaques de mêlée ou des attaques de tir. Ouais. Ensuite, on va voir la version exaltée des 3. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Morgok et Tug passent à 2 dés en défense, ce qui est plutôt très bon. Morgok, je crois, gagne un. Non, il gagne un côté Grievous pour l'attaque, c'est ça, hein?
gagne En un fait, dégât, mais c'est un dégât en capacité. ouais, c'est ça. Donc c'est bien, mais ça limite puisque maintenant on ne peut utiliser qu'une seule capacité, Mhm, même si on en a plusieurs, mhm, par attaque. Donc voilà, c'est principalement pour éviter l'empilement de capacités, de plus un dommage et faire un combattant qui, bon déjà défend, comme un dieu et fait, des tonnes de dommages. mhm, Là, voilà, on va être plus limité et ouais, donc le fait que ce dégât supplémentaire soit en létal, au lieu du chiffre 3 directement, ça limite. On mhm, sait qu'avec Morgok, on fera au maximum 3 dégâts par attaque. c'est ça. Ce qui est déjà bien en soi. C'est ça. Mais par exemple, Arskull, vu que lui, il a 3, on peut rajouter une amélioration qui donne, létal et passer à 4. C'est Bon, ça. dans ce cas-là, on n'utilisera pas la capacité qu'il a, sur son profil qui est, brutale. Et Mhm, cette capacité, c'est une nouvelle, capacité d'arme. Lorsqu'on utilise la capacité brutale, les résultats, de soutien, donc flanque ou encerclés, mhm. ne sont pas des succès en défense. Ce qui est plutôt pas mal. Oui, Ce qui est plus pratique. Eh bien, voilà, surtout dans une bande, où ils sont que 3, ils peuvent être facilement entourés, c'est ça. heu et donc là, ça permet d'attaquer Il y a sans qu'à voir la bande précédente avec les et Gob à 7, effectivement, c'est une oui, situation qui va arriver assez souvent, du coup, mais d'un autre côté, quand tu vois les dégâts qu'ils font, ils vont vite nettoyer la table. oui, Hein, on est d'accord. Voilà, et ben écoute, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. On en a fait déjà presque 1h10, mon cher. Donc on a vu la boîte destruction. Alors je vais en profiter pour faire le temps de conclure. Je vais juste te mettre une petite prédiction. Alors je vais vous dire. Hop, quelle boîte voulez-vous qu'on fasse à la prochaine émission? Donc, de le faire. Alors, il nous reste donc euh, l'ordre, il nous reste la mort, et il nous reste, c'était quoi le troisième? le Le chaos. chaos. Voilà. Et vous avez 5 minutes le temps qu'on conclue tranquillement l'émission. Voilà, c'est histoire de mettre un petit peu d'animer un peu la fin. Voilà, donc aujourd'hui, donc on a eu le temps de voir. Ok, chaos. Donc on a vu les bancs de la boîte où il y a les quatre factions destruction. Donc je rappelle, c'est disponible dans vos boutiques préférées. N'hésitez pas à aller voir la boutique partenaire qui est MaxiRev. Et si vous dites en plus que vous venez de ma part, vous pouvez avoir des réductions supplémentaires. Voilà, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour dire, comme j'ai annoncé en début de live, que la prochaine mission, il y aura des giveaways, il y aura des dés Underworld à gagner. Euh, merci mon Gob. Il y aura des dés à gagner lors de la prochaine émission. Je vous expliquerai comment ça se passe. Et puis on va donc faire cette émission régulièrement. On va voir un peu à quel rythme on va faire ça. Euh, Là, on est plus parti pour faire une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines. On va voir comment on fait ça, mon cher Moongum, hein, bien sûr, en fonction de nos disponibilités chacun. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera un vendredi soir. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, sachant que sur la chaîne, vous savez, le lundi et le mercredi en général, il y a d'autres lives sur d'autres jeux en général. Voilà, avec Moongum, va vous préparer des petites vidéos, là c'est prévu, de présentation du jeu, de présentation aussi de la nouvelle saison. On va expliquer ce qu'il vous faut aussi comme matériel. Donc voilà, donc au moins trois petites vidéos, je pense, qui vont arriver, qui vont être prévues. De mon côté, je vais continuer à vous faire les analyses des decks, de la boîte de base Garde de Braise, et puis bien sûr des prochaines sorties quand il y en aura. Et bien sûr, je compte sur mon camarade Moodcom ici présent en vocal pour m'aider à faire tout ça
pour faire les bonnes analyses qui vont bien. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, à m'aider. Vous pouvez aussi aider la chaîne, bien sûr, à se développer. Surtout, allez voir, comme je disais, MaxiRef, parce que c'est aussi, comme je dis, un partenaire de la chaîne. Et donc, ça nous aidera aussi pour nous à faire des petites choses. Chose qu'on n'a pas fait sur cette émission, mais qu'on fera lors de la prochaine, c'est qu'on ira voir sur le T3 s'il y a des tournois d'annoncer pour Warhammer Underworld et on en parlera. Donc si autour de vous il y a des tournois qui se préparent, même à l'autre bout de la France, hein, n'hésitez pas, on le fera, entre guillemets, on en fera un peu de pub et voilà, on essaiera de motiver un petit peu toute ça, toute la population Warhammer Underworld à se montrer et à faire vivre le jeu. Euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin, mon cher Moondog? Bah, juste, oui, en parlant de tournoi, on en a un le 19 janvier à Lyon, D'accord. organisé par, Troll Lune. Si vous voulez, Alors, il y aura des vidéos découvrir. de jeux effectivement sur ce Wing, c'est prévu. Il y en aura. Donc n'hésitez pas lors de les émissions à nous dire, ou alors vous pouvez nous le dire aussi donc là dans le chat, en commentaire en replay sur YouTube quand ce sera mis, mais vous pouvez aussi aller sur comme je disais, sur le Discord, sur le Discord ou sur mon Discord à moi. Vous pouvez, n'hésitez pas à me mettre un commentaire s'il y a quelque chose de particulier que vous voulez ou un contenu particulier que vous souhaiteriez voir, on essaiera de le faire volontiers. Voilà, je voulais dire autre chose, mais entre-temps, ça m'est sorti de l'idée. Tu voulais dire quoi, mon cher Mondio? Voilà. Non, effectivement, c'est, le meilleur moyen, enfin moment pour se mettre ou se remettre à Warhammer Underworld. Mhm. Parce que voilà, il y a une dynamique qui reprend, des règles qui sont étudiées ou qui vont être suivies pour, que ce soit le plus équilibré possible. Mhm. Et voilà, on est passé vraiment sur un format de jeu de plateau, simple d'accès. Après, voilà, un peu plus difficile à maîtriser, en profondeur, mais c'est très simple de faire des parties et voilà, une partie, ça prend à peu près 1 heure, donc ça reste rapide. Voilà. Et donc, oui, bah, j'en profite aussi pour dire à tout le monde et aussi à mon cher Montcom, même si nous, on se voit dans très, très peu de temps, à vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes, une bonne année aussi à l'avance, même s'il y aura du contenu Underworld certainement avant Noël et tout ça, il y aura plein de choses. Et donc, alors, du coup, la prédiction, le résultat, c'était, hop, je vous dis ça tout de suite. Et la prédiction, ce sera donc la boîte mort que l'on fera la prochaine fois. Puisqu'en termes de vote, c'est la mort qui l'a emporté. OK. Voilà. Donc on fera la boîte mort sur la prochaine émission. Voilà, merci à tous ceux qui sont passés dans le chat, tous ceux qui ont mis un petit message ou même qui auraient suivi même brièvement l'émission. On se donne rendez-vous donc très bientôt pour d'autres contenus Warhammer Underworld, soit en live, soit sur la chaîne YouTube pour les vidéos. Et puis mon cher camarade Nugum, on se retrouve à la prochaine émission si tu es bien sûr disponible.